tous, ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Parlement Hebdo, l'essentiel de l'actualité à l'Assemblée et au Sénat en 26 minutes, avec un invité que l'on va passer sur le gris de nos questions. Bonjour, François-Noël Buffet. Bonjour. Bonjour, vous êtes sénateur LR du Rhône et c'est Steve Jourdain, bonjour Steve, qui va faire votre portrait en quelques traits de plume. Bonjour François-Noël Buffet, Bonjour. Vous êtes né à Lyon, vous êtes avocat de formation, votre famille politique c'est la droite. En 97, vous êtes élu maire d'Oulin, commune de 27 000 habitants située dans la banlieue lyonnaise. Sénateur, vous le devenez en 2004, 17 ans de mandat cette année. Vous faites aujourd'hui partie en quelque sorte des figures, des historiques du Sénat. L'année dernière, vous avez pris la tête de la puissante commission des lois et depuis, vous essayez d'y imposer votre style, votre philosophie dans ce contexte compliqué, dans ce contexte de crise sanitaire et de restriction de nos libertés individuelles. De ces restrictions, on va parler dans un instant, mais d'abord, petite question d'actualité avec cette affaire. Éric Dupond-Moretti, il est avocat, comme vous, il est surtout garde des Sceaux et soupçonné de prise illégale d'intérêt. On ne va pas entrer sur le fond du dossier, c'est très complexe, mais peut-être simplement sur la forme. Est-ce qu'un ministre mis en cause dans une affaire peut rester aux manettes, selon vous? Écoutez, la présomption d'innocence s'applique. Elle s'applique à tout le monde. Et elle s'applique, comme à tout le monde, elle s'applique aussi au garde des Sceaux dans la situation dans laquelle il est aujourd'hui. Donc, il n'est pas question d'en tirer des conclusions à cet instant, de savoir s'il doit rester ou pas rester. Il est présumé innocent. Défaite au régional il y a un mois pour Éric Dupond-Moretti. Maintenant, ses soupçons. Est-ce que c'est pas quand même un échec de casting pour Emmanuel Macron? Vous savez, je ne sais pas si c'est un échec de casting, mais le climat général est tout de même un climat difficile. On a besoin de retrouver de l'apaisement, on a besoin de retrouver de la sérénité, singulièrement à l'égard, d'une façon générale, j'allais dire. Le garde des Sceaux, là, traverse une période compliquée. Voilà, ça s'explique par le contexte, vous dites? Un contexte tendu, mais qui n'est pas qu'un contexte lié à la justice, qui est un contexte général, ça bouge beaucoup. Il a sa personnalité, il a son caractère. Il a sa façon d'être, qui n'est pas forcément celle de ses prédécesseurs, mais ça ne veut pas dire pour autant que... Vous lui apportez votre soutien aujourd'hui? Mais je lui apporte mon soutien. J'ai d'abord beaucoup de respect pour la fonction, j'ai de la sympathie pour l'homme en tant que tel, et pour le garde des Sceaux, dans sa mission, je peux avoir des désaccords dans la façon de gérer un certain nombre de sujets au sein de son ministère, mais dans la circonstance actuelle, il est présumé innocent et c'est très important. Sur les dossiers, il fait du bon boulot, selon vous, aujourd'hui? Il y a des points sur lesquels on est d'accord, il y a des points sur lesquels on est en désaccord. Nous avons déjà échangé, soit dans des réunions, soit en séance. Je ne partage pas forcément tout ce qui peut être engagé, mais il y a des choses sur lesquelles il y a des démarches sur lesquelles je peux avoir des accords. Mais je fais bien la distinction entre tout ça. Et aujourd'hui, il est présumé innocent. Et en droit français, ça a du sens. Donc pour vous, ces soupçons qui pèsent en général sur la fonction politique, etc., ça vous choque? C'est normal? C'est pas normal? Attention, mais je le dis pour tous les Français, pour tout le monde. La rumeur, le soupçon, l'utilisation des réseaux sociaux, le dénigrement, c'est un poison. C'est un véritable poison. Donc, en toute hypothèse, il faut garder un peu de distance, que les choses se passent comme elles doivent se passer, ne laissez pas place à la rumeur, jamais. Quand je suis devenu avocat, mon premier patron, à Lyon, m'a dit, vous savez, François-Noël, il y a plusieurs règles dans votre métier. Vous allez aller souvent devant le tribunal, plaider pour vos clients. Et il y a une chose qui compte, un argument, une pièce. La règle de la preuve. Et elle vous préserve absolument du soupçon et de la réaction, j'allais dire, immédiate. Donc soyons prudents là-dessus. C'est vrai pour le garde des Sceaux aujourd'hui, mais c'est vrai pour tout un chacun, dont on ne parle pas d'ailleurs. Faisons attention. Alors on va commenter les 3 temps forts de la semaine au Parlement. Députés et sénateurs seront consultés sur les mesures de l'exécutif pour contrer la menace du variant Delta. Le projet de loi est examiné mercredi prochain à l'Assemblée, puis transmis au pas de course aux sénateurs. Suite et bientôt fin de la commission d'enquête du Sénat sur les ratés constatés dans la distribution des professions de foi pour les élections régionales. Quelles conclusions faut-il en tirer? On en parle dans un instant. Nom de code 3DS, ce n'est pas celui d'une console vidéo, mais bien du projet de loi sur la décentralisation. Les sénateurs poursuivent l'examen de ce texte qui est censé faciliter la vie des collectivités territoriales. On verra si c'est le cas.
Après les annonces d'Emmanuel Macron, le Parlement va examiner le projet de loi qui va notamment rendre la vaccination obligatoire pour les soignants. Oui, le texte a été transmis au Conseil d'État cette semaine. Il arrive mercredi en séance publique à l'Assemblée. La vaccination obligatoire pour les soignants. Et il faudra montrer son passe sanitaire pour accéder à une majorité de lieux publics. Explication Thibaut Enoch. C'est simple, notre impératif, vacciner, vacciner et encore vacciner. La vaccination, plus que jamais, l'alpha et l'oméga de la politique du gouvernement contre le variant Delta. Le projet de loi, chargé de traduire les annonces faites par Emmanuel Macron lundi, comprend 3 mesures principales. D'abord, la vaccination obligatoire pour certaines professions avant le 15 septembre. Sur la vaccination obligatoire des soignants et assimilés, on a été très longtemps et on continue à évidemment privilégier l'incitation, mais nous devons à un moment donné prendre nos responsabilités. Deuxième mesure, l'extension du pass sanitaire. Dès le mois d'août, il sera demandé dans les cafés, restaurants, ainsi que dans les hôpitaux, maisons de retraite, établissements médico-sociaux et dans les transports de longue distance. Cette règle concernera à la fois les clients usagers et les salariés de ces structures. La question qui se pose, ce n'est pas rien ou le pass sanitaire, c'est le confinement ou le pass sanitaire. Moi, je choisis le pass sanitaire et j'encouragerai les Français à continuer à se faire vacciner. Dernier point, l'exécutif envisage de rendre obligatoire un isolement de 10 jours pour les personnes testées positives au virus. Du côté des oppositions, parmi les annonces du président, la vaccination obligatoire des soignants est globalement bien accueillie, à la notable exception de la France insoumise. Il faut convaincre plutôt que contraindre. Mais avec vous, pour le vaccin comme pour le reste, c'est à la matraque. L'extension du pass sanitaire, en revanche, devrait faire l'objet de plus de débats, moins sur son principe que sur son application. Je voudrais quand même parler de cette volte-face que vous avez faite entre juin et juillet et cette extension précipitée de ce pass sanitaire. À défaut de l'ordre, je crains que tout ceci suscite le chaos. Moi, ce que je crains, ce n'est pas l'obligation, c'est la discrimination. Le projet de loi doit être présenté le 19 juillet en Conseil des ministres, puis examiné dans la semaine par le Parlement. François-Noël Buffet, l'obligation vaccinale s'appliquera aux soignants. S'ils ne se font pas vacciner, ils risquent des sanctions, c'est-à-dire un licenciement. Pour vous, la décision est logique. Est-ce que la sanction est justifiée? Vous savez, la grande difficulté, en fait, de ce texte, c'est pas tellement le principe de se faire vacciner, c'est de comment on fait respecter le fait de ne pas se faire vacciner. La sanction. C'est la sanction, en fait. Parce que vous mesurez l'efficacité d'une décision à votre capacité à pouvoir la faire respecter. Alors là, c'est licenciement pour les soignants. Or, en la circonstance, un licenciement possible au bout de 2 mois, il y a un délai qui est fixé dans le projet de loi. Au bout de 2 mois, on va regarder ça de très près, quand même. On va regarder ça de très près. Vous, sénateur, c'est sévère. Au moment d'étudier le texte. Oui, ici, ça peut être extrêmement sévère. Il y a peut-être des alternatives. Sévère. Le licenciement, c'est trop sévère, c'est ce que vous dites. En tous les cas, je trouve que ce serait considéré le fait de ne pas se faire vacciner comme une faute grave en la circonstance, sur le plan du droit du travail. Donc, de ce fait, entraînerait un licenciement. Bon, moi, je comprends qu'on veuille marquer les choses et dire qu'il faut se faire vacciner. Parce que la vraie liberté, elle est où, la liberté? La liberté est dans le fait de se faire vacciner. C'est à la fois une protection individuelle et c'est en même temps une protection collective. Mais là, c'est obligatoire pour les soignants. Pourquoi pas demain les instituteurs? Pourquoi pas les policiers, les militaires? Il ne faudra pas l'exclure dans le débat. Je suis bien certain. Je ne l'exclus rien du tout par hypothèse. Mais je suis bien certain qu'un certain nombre de personnes, ou peut-être de parlementaires, le proposeront. On verra ce qui sort. Mais vous, personnellement, vous êtes favorable à la vaccination obligatoire pour les policiers? Moi, je suis favorable à la vaccination obligatoire des personnes qui sont en personnel de santé, qui est en contact tous les jours avec des patients. Et donc, il faut s'assurer de cela. Au-delà, soyons prudents pour l'instant. Ce que je note, quand même, ce qu'on peut observer, c'est que depuis quelques jours, plus de 3 millions de personnes ont pris rendez-vous sur le site Doctolib pour se faire vacciner. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand vous écoutez les informations et qu'on interroge les gens, ils disent « oui, j'ai pas eu le temps d'y aller. Finalement, si je veux voyager, il faut que je me fasse vacciner. » C'est pas une hostilité par principe au vaccin, souvent. C'est le fait de ne pas prendre le temps de le faire, de ne pas vouloir le faire ou essayer de passer à travers. Donc c'est une mission réussie pour le gouvernement, du coup. De ce point de vue-là, en tous les cas, oui, c'est une mission réussie de ce point de vue-là. Mais moi, ce que je voudrais essayer de faire comprendre, c'est que le vaccin
c'est la liberté. Alors justement, sur la liberté, la grande mesure de ce texte, c'est le pass sanitaire. Jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende pour un restaurateur, par exemple, qui ne contrôlerait pas le pass sanitaire des clients. C'est pas un peu excessif? On a un problème sur la sanction. Il y a incontestablement, me semble-t-il, un problème de proportionnalité. Donc on va revoir ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez faire? On va être obligé de reprendre cette mesure. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est disproportionné pour vous. Bien sûr, les rapporteurs sont saisis. Ils vont travailler sur ce texte. Mais c'est disproportionné, incontestablement. Imaginons n'importe quel restaurateur condamné à payer une amende de cette nature. Enfin, sincèrement, il ferme boutique. Alors vous dites oui pour l'amende, mais 45 000 €, c'est un peu trop. Une fois de plus, avec la capacité de pouvoir la faire respecter, première chose. C'est applicable. Et puis de toute façon, la proportionnalité là n'est pas respectée. Je suis même intimement convaincu que ça ne passera pas le cap du Conseil constitutionnel. En attendant, le projet de loi contient aussi des mesures de mise en quarantaine des personnes susceptibles d'être atteintes par le virus. Elles seront interdites de sortie d'après l'avant-projet de loi, sauf entre 10h et midi. Pour vous, c'est une atteinte aux libertés ou non? Et puis c'est surtout une décision qui est de plein droit. Quand on lit le texte, c'est-à-dire vous êtes testé positif, de plein droit, vous êtes à l'isolement. Bon, il faut quand même qu'on regarde ça de très près. Donc atteinte aux libertés, c'est ce que vous dites. De très près, ça veut dire que vous n'êtes pas forcément d'accord. C'est un vrai sujet, ça ne peut pas être de cette manière-là, aussi automatique, dans ces conditions-là. Donc là aussi, on va regarder de très près les choses. Votre collègue centriste Loïc Hervé et l'eurodéputé François-Xavier Bellamy considèrent que ce texte est une remise en cause de notre modèle de société, qu'il s'agit d'une atteinte aux libertés disproportionnée au regard du but poursuivi. Vous êtes d'accord avec eux? Je respecte mes deux collègues, mais je ne partage pas l'analyse quelque peu excessive. Nous sommes quand même dans une situation où le fait d'être d'une crise sanitaire grave, extrêmement grave, qui a occasionné de nombreux décès, nous avons la possibilité de nous faire vacciner pour faire face collectivement à cela. Et je redis, une fois que l'on est vacciné, on conserve notre liberté. Donc, gardons les mesures. Veillons quand même, effectivement, et vous avez raison de le rappeler, à ce que certaines mesures ne deviennent pas liberticides. Il peut y en avoir quelques-unes sur lesquelles il faut être extrêmement prudent. On va l'isolement automatique, par exemple, des sujets comme ça, il faut qu'on les regarde de façon très très précise. Justement. Le vaccin, vous dites, c'est la liberté face à un virus qui tue, avec des formes graves, etc. Mais tout de même, obligation, contrôle, sanction. Est-ce que vous dites bienvenue chez Big Brother? On a l'impression que toutes nos données de santé pourront être mises sur ce pass. Est-ce que vous n'êtes pas inquiet par rapport aux restrictions des libertés? C'est toute la question du contrôle qui sera sur ce pass, de la durée pendant laquelle ces mesures, enfin en tous les cas ces informations pourront être conservées, et de la possibilité de transmettre ces informations. Là, impérativement, nous allons auditionner la CNIL la semaine prochaine. J'ai souhaité, il est un peu juste pour avoir un avis écrit, mais de ce fait, on va les auditionner la semaine prochaine pour que la CNIL nous donne son point de vue. On auditionnera bien sûr le ministre de la Santé, mais on auditionnera aussi la CNIL. Il faut que nous fassions notre travail, comme nous en avons l'habitude de le faire dans cette maison, avec beaucoup de sérieux, du recul, parce que les principes sont intangibles, mais en même temps, ils ne peuvent pas permettre d'aller trop loin dans la privation de liberté, voire même dans la possibilité d'échange d'informations à caractère sanitaire, donc personnel, qui ne seraient pas contrôlées. Donc ça, c'est une ligne rouge sur laquelle nous ne franchirons pas. Nous verrons cela la semaine prochaine avec la transmission de ce projet de loi, d'abord à l'Assemblée, puis au Sénat. François-Noël Buffet, l'autre actualité du Parlement, c'est la suite des auditions devant la Commission des lois pour tenter de comprendre la commission d'enquête qui travaille sur les dysfonctionnements qui se sont produits lors des régionales. Combien de Français n'ont jamais reçu les professions de foi des candidats aux élections régionales? À qui la faute? Existe-t-il une responsabilité personnelle du ministre de l'Intérieur? Retour sur les dernières auditions de la commission d'enquête du Sénat avec Sandra Cerquera. Regardez. Devant la commission d'enquête du Sénat, les dirigeants d'Adrexo ont dû se justifier sur le fiasco de la distribution des documents électoraux aux régionales et départementales. Dans les 7 régions où la société était chargée de la distribution, 40% des plis n'ont pas pu être distribués au second tour, estime l'entreprise. Des plis qui ne lui ont pas été livrés à temps par le ministère de l'Intérieur. Le jeudi soir à 23h59, contractuellement, nous devions être livrés de 100% des plis. Nous avons été livrés de 60%. On n'a donc pas pu récupérer ce retard. Adrexo reconnaît en revanche une responsabilité sur les ratés du premier tour. 8% des plis dont elle avait la charge n'ont pas été livrés aux électeurs.
La société évoque des dysfonctionnements sans vraiment préciser lesquels, des explications un peu trop vagues aux yeux du rapporteur de la commission d'enquête. Ils nous disent qu'il y avait des moyens de tracing numérique avec des GPS, avec des PDA, qui permettaient de suivre la distribution quasi en temps réel. Et donc on a du mal à comprendre comment des plis se sont retrouvés dans les fossés, se sont retrouvés mis sur des boîtes aux lettres en grand nombre. Du côté des syndicats, on affirme que l'entreprise n'a pas embauché autant de personnel que cela avait été estimé nécessaire et que les intérimaires embauchés n'avaient bénéficié que d'1 heure de formation. Auditionné lui aussi, le PDG du groupe La Poste s'est défendu de tout manquement grave. Je n'ai pas d'exemple de documents abandonnés sous quelque forme que ce soit dans les zones desservies et distribuées par La Poste. Je n'en ai pas un seul. Philippe Val a assuré que le groupe serait en capacité de reprendre la distribution de la propagande électorale sur l'intégralité du territoire. La commission d'enquête rend son rapport la semaine prochaine, mais déjà des enseignements s'imposent pour les sénateurs. Il est impératif à l'avenir de se passer de prestataires privés. On arrive à la limite de la mise en concurrence et donc nous proposons bien évidemment que cette partie-là de la distribution des plis électoraux puisse redevenir un véritable service public opéré par La Poste. Gérald Darmanin s'est lui aussi dit favorable à une reprise en main de la distribution de la propagande électorale par l'État, et ce, dès l'élection présidentielle de 2022. François-Noël Buffet, vous rendez vos conclusions la semaine prochaine. Où en êtes-vous aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu faute de la part de Gérald Darmanin? Je crois, on ne peut pas dire qu'il y a eu une faute intuitu personné du ministre en tant que tel. Il y a eu une succession de cafouillages, d'erreurs, et donc qui ont amené à cette catastrophe. Donc pas de responsabilité personnelle du ministre de l'Intérieur dans cette affaire. C'est pas le sujet enfin, c'est pas l'objectif de ce matin de tirer sur un tel ou un tel. Non, mais c'est une commission d'enquête quand même. Je suis d'accord. Il y a eu des manquements. Il est incontestable que du côté du ministère, il y a eu une absence, en tous les cas, un manque de contrôle suffisant. C'est sûr qu'il y a une défaillance de ce point de vue-là. Mais il y a d'autres sujets. On a eu des problèmes d'imprimerie, des problèmes de routage, et notamment avec des conséquences sur la distribution. Alors justement. Dans la distribution, incontestablement, un des prestataires n'a pas été à la hauteur des enjeux. Donc cette chaîne complète est absolument effrayante. Ce qui a donné des professions de foi retrouvées dans les fossés, etc. Est-ce que vous avez eu un chiffre lors de cette commission d'enquête sur combien de Français ont été impactés, n'ont pas reçu les professions de foi? Sur ce point, et La Poste et Adrexo restent sur un chiffre de non-distribution de l'ordre de 9%. Il est incontestable que c'est extrêmement faible et ce n'est pas la réalité. C'est sous-estimé. C'est probablement beaucoup plus. Nous aurons, je pense, d'ici la semaine prochaine, parce que tout n'est pas terminé dans les analyses que nous avons faites. Vous aurez un chiffre en tous les cas, une fourchette. Qui sera, me semble-t-il, beaucoup plus élevée que cela. Nous avons tellement de témoignages venus de toute la France, puisqu'on a utilisé la plateforme du Sénat pour consulter les maires. Plus de 3000 d'entre eux ont répondu. Témoignages écrits, photographies qui montrent que les bulletins ont été brûlés, non distribués. Et c'est massif. Vous n'avez pas un élu aujourd'hui, quand vous discutez avec lui, qui ne vous dise pas rien n'a été distribué dans ma commune, rien dans mon département. Vous aurez des on aura des éléments beaucoup plus... Alors, fin de la commission d'enquête la semaine prochaine. Quelle suite comptez-vous donner à cette commission d'enquête? Alors, d'abord, on va faire des propositions, parce que faire le constat, c'est une chose. Avoir des explications, c'est absolument essentiel pour bien comprendre ce qui s'est passé. Il y a des raisons, des dysfonctionnements qui sont établis. Il y a des questions dont on doit se poser sur un double scrutin. Au même moment, est-ce qu'on est en capacité de pouvoir assumer ce double scrutin? C'est un sujet puisque la loi avait permis le scrutin unique avec les départementales et les régionales en même temps. Est-ce qu'il faut le maintenir? Vraiment, il y a une question. Je pense que non. Donc pas de double scrutin. C'est la fin du double scrutin pour vous? Je pense qu'on va quand même vers cette analyse-là, parce que c'est très compliqué en réalité d'avoir un service qui soit parfaitement efficace pour emmener dans chaque boîte aux lettres de chacun de nos concitoyens la propagande électorale qui est
pour un grand nombre d'entre nous, imaginez-le bien, le seul contact d'information pour une élection. Est-ce qu'il faut résilier, pour vous, le contrat passé avec la société Adrexo et éventuellement avant la prochaine élection, la présidentielle? Il y a une décision à prendre très rapidement en ce qui concerne l'élection présidentielle et les élections législatives quant à la capacité des prestataires de faire le travail. La Poste nous dit clairement, et c'était public, qu'elle est en capacité de pouvoir faire le travail. Adrexo, vous l'avez vu au moment de son audition, est beaucoup plus réservé et s'interroge même de devoir continuer la mission. C'est dans 10 mois la présidentielle. Et donc il faut décider très vite et au plus tard au mois de septembre. En un mot, nationalisation de la distribution des professions de foi. Je ne suis pas forcément convaincu qu'il faille nationaliser la distribution des professions de foi. En revanche, qu'il faille mieux organiser les marchés publics, mieux contrôler, avoir plus d'exigences, c'est une évidence. On va revenir pour terminer sur la discussion du projet de loi, du nouveau projet de loi sur la décentralisation. Il est actuellement examiné au Sénat. Dans le rapport. 2 semaines d'examen qui s'achèvent en début de semaine prochaine. Un texte extrêmement technique qui s'intéresse notamment au sort des ARS, les agences régionales de santé. Le Sénat souhaite réformer leur gouvernance. Écoutez le sénateur socialiste Bernard Jomier. Au Sénat, on a adopté un texte qui est tout de même nettement plus ambitieux, puisque on souhaite que le président du conseil régional co-préside l'agence régionale de santé. Et par ailleurs, on a procédé à un rééquilibrage du conseil d'administration avec des parts équivalentes pour les représentants de l'État, les élus locaux et les personnalités qualifiées, les représentants des usagers. Donc, on a mis en œuvre, nous, une des recommandations, une des leçons de la pandémie, qui est qu'on a besoin d'agences régionales de santé plus proches du terrain, plus en lien avec les élus locaux, plus en lien avec les usagers du système de santé. C'est le travail qu'on a fait, le gouvernement n'a pas suivi. Qu'est-ce que changer la gouvernance des ARS, des agences régionales de santé, qui sont très impliquées dans la lutte contre le Covid, notamment, va changer pour vous apporter? L'idée, c'est de profiter de l'expérience malheureuse qu'on a vécue. C'est de montrer à quel point, d'ailleurs, les régions se sont engagées dans cette crise. Et donc d'avoir un binôme sur le plan local entre le directeur de l'ARS et les présidents de région et les élus de la région pour être le plus efficace possible. Je pense que c'est plutôt une bonne idée. On peut regretter, d'ailleurs il faut dire les choses telles qu'elles sont, que dès le départ, les élus locaux n'aient pas été suffisamment associés, singulièrement les présidents de région. Je pense que c'était en réalité assez simple. Mais là, le Sénat a voulu marquer les choses et dire les choses. Je crois que c'est une bonne chose. On dit beaucoup que ce texte manque d'ambition, c'est vrai ? Il manque d'ambition, ce texte sur la décentralisation, en quoi ? Oui, c'est exact. C'est-à-dire que ce n'est pas un vrai texte sur la décentralisation. Ce n'est pas le fait de repenser complètement notre organisation institutionnelle et notamment le fait de donner plus de pouvoir aux collectivités locales. On n'en est pas là. En revanche, le Sénat a fait un travail de fond. Sur la base des 50 propositions qu'il avait proposées, on les a réintégrées. 2 exemples. Vous avez parlé de l'ARS, important. Mais sur la partie logement, et en particulier sur la partie logement social qui intéresse tous les maires de France, on a privilégié l'option d'une commission mixte avec la préfecture qui permette de mieux associer les élus locaux sur la construction de logements sociaux sur leur territoire. Les élus locaux ne refusent pas le logement social. Ils souhaitent simplement qu'on ait une offre, une diversification des logements. Ils ont raison de le faire. Et donc, ça ne peut pas être une décision autoritaire, en tous les cas, sans concertation. C'est une avancée du Sénat supplémentaire. Ça sera gardé par l'Assemblée, à supposer que le texte soit inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée, ce qui n'est pas le cas actuellement? Ce sera un comble que l'Assemblée ne reprenne pas ce texte. D'abord parce que c'est un texte qui vient du gouvernement. Certes, en première lecture au Sénat, c'est la règle constitutionnelle, mais on ne comprendrait pas que l'Assemblée ne le prenne pas. Donc le texte peut potentiellement disparaître de l'agenda parlementaire, selon vous? Ce serait un scandale. Ce serait un scandale parlementaire, à tout le moins. Il n'est pas inscrit à l'ordre du jour. Non, il n'est pas. Et les rapporteurs n'ont pas été désignés par l'Assemblée nationale. Gageons qu'il le soit rapidement. Car franchement, ce serait un camouflet de plus aux élus locaux. Inacceptable. Donc pour vous, ce texte, ce ne sera pas l'acte 3 de la décentralisation après les lois de fer et l'acte 2. Non, pas sur le plan de la réorganisation institutionnelle et de nouveaux pouvoirs confiés aux collectivités locales. En revanche, beaucoup de décisions ont été prises pour renforcer la souplesse sur le plan local, l'expérimentation sur le plan local, le fait qu'une commune puisse déléguer à une intercommunalité un certain nombre de compétences qui sont les siennes, le fait de donner aux régions un peu plus de pouvoir sur un certain nombre de sujets. Oui, ça a avancé, c'est incontestable. Mais on n'est pas dans une révolution institutionnelle. Ça ne va pas rapprocher davantage les Français de la démocratie, notamment quand on voit l'abstention aux dernières élections. Ce texte, concrètement, vous dites,
Vous savez, c'est pas suffisant, quoi. Si c'était le fait de modifier l'organisation institutionnelle qui rapproche les Français de la politique, ce serait rapidement fait. Il y a d'autres quand même d'autres sujets pour ça. Je pense que le premier des sujets, c'est aussi pour les élus, c'est d'être au plus proche de leurs concitoyens. Et d'ailleurs, quand on est proche, ça fonctionne, on explique les choses, et puis peut-être d'offrir une espérance. C'est ça l'enjeu. Merci beaucoup François-Noël Buffet, merci Katia. Merci Steve. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Parlement Hebdo. À bientôt. Ciao, ciao.